Que savons-nous des usines, de leur présence, de leur passé? Que se passe-t-il derrière ces longues palissades d'où rien ne filtre, sinon parfois le bruit des machines? Que savons-nous de ce monde qui forge notre quotidien, en le peuplant d'objets devenus indispensables? Que savons-nous des hommes, des gestes, des pensées, des architectures, des développements, de l'histoire et des paysages de l'industrie? Que nous évoquent les mots fonderie, mâche-fer, gestion de production, emboutissage, commande numérique, haut fourneau, assemblage ou encore travail à la chaîne. Origine 3D, c'est un programme de recherche dont l'objectif principal est de documenter mieux l'histoire du travail industriel et des modes de production. Alors, à ce propos, comme les documents sont souvent incomplets, on s'appuie sur la constitution de ce qu'on appelle des corpus documentaires, qui sont des dossiers réunissant des documents diversifiés, des images, des textes, des graphiques, des plans, etc. Et par leur traitement numérique, on essaye de les croiser, d'en tirer le maximum d'informations. On s'appuie également sur la modélisation en réalité virtuelle, qui nous sert en quelque sorte de plateforme d'investigation pour interpréter les documents en question. Je pense qu'un site industriel, on le voit toujours à plat. C'est-à-dire que quand on le visite, on est à la hauteur humaine, en quelque sorte, à notre hauteur. Et l'entreprise fait beaucoup de photographies qui sont aériennes. Et entre les deux, on se dit qu'il faudrait peut-être passer plus facilement de l'un à l'autre, qui sont deux vues très différentes. Et je pense que justement, l'image 3D permet d'avoir, de rapprocher en quelque sorte ces deux regards, ces deux visions, qui sont différentes et qui sont complémentaires. Je crois qu'on a là un outil tout à fait précieux pour, non pas découvrir, mais pour mieux comprendre. Ça veut dire que je pense que ce genre d'études d'image 3D, c'est un atout remarquable pour se donner des certitudes et pour ne plus hésiter, en fin de compte, dans la compréhension globale de quelque chose. On commence à préparer un modèle qui est une première ébauche du bâtiment qu'on cherche à restituer. Et ensuite, on organise des réunions à des termes réguliers où on discute de ce bâtiment-là, donc avec le modèle 3D devant les yeux, avec les chercheurs, avec toutes les sources documentaires. Et au fur et à mesure, on affine ce modèle 3D pour arriver à une solution qui sera la plus juste possible dans la restitution. Donc là, on a les différents bâtiments qui ont été modélisés. Voilà. Donc tous ces bâtiments-là ont été faits donc en version, enfin il y a les deux bâtiments comme on disait, donc le K et le C qui sont modélisés plus précisément. Oui. Les autres bâtiments sont faits un peu plus simplement entre guillemets, mais enfin j'ai essayé de vraiment récupérer quand même bien les formes un peu marquantes du bâti. Ah oui, en effet. Voilà. Alors il manque encore quelques éléments en fait de soutènement ici là. Il manque encore quelques poutres. Oui, sous les sheds là. Oui. Voilà.
Il y a peut-être deux détails, Loïc. Il faudrait rajouter la cheminée à côté du château d'eau. C'est la cheminée d'origine qui a une forme un peu évasée, qui est noire, métallique, un peu évasée. Ici, par exemple, c'est celle-là. Non. Cette partie-là. Non. Celle-là ne fait pas partie de l'usine, mais celle à gauche, là, qui est un peu évasée. Voilà, c'est ça, d'accord. Et donc celle-là, elle tombe... Dans le bâtiment... Ah oui, elle est derrière là, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. d'accord. L'important de ce type de modèle 3D, où nous on amène notre expertise et notre savoir, c'est que le modèle 3D va constituer tout au long du programme de recherche une sorte de métalangage visuel qui va permettre à tous les experts d'exprimer leur expertise et de pouvoir échanger. Parce qu'à un moment précis, tous les experts, tous les historiens vont parler du même endroit, du même boulon, de la même voiture, ou à la même position de l'opération de montage. Et c'est cette précision-là qu'amène le modèle 3D qui va permettre des échanges fructueux et surtout de trouver de nouveaux éléments, de faire émerger certaines hypothèses qu'on ne pouvait pas faire émerger avant d'avoir cette précision tridimensionnelle, et puis qui va permettre d'évacuer également les fausses hypothèses ou les idées préconçues que l'on avait. Donc des petits exemples qui peuvent paraître ridicules mais qui sont très très importants dans ce genre de recherche, c'est qu'à un moment, une des pièces, une sorte de carter, enfin de protection de tôle, eh bien l'équipe des historiens pensait que c'était amené par le pont mobile. Et avec le modèle 3D, le repositionnement des pièces dans l'atelier, on voit que c'est pas faisable, le pont mobile ne peut pas venir chercher ces pièces-là. Et en fin de compte, elles étaient mises à la main. On pourrait dire que les usines ne sont pas construites pour durer. Elles ne sont surtout pas pensées en termes d'immuabilité. Leurs architectures sont bâties et sans cesse modifiées par l'évolution de la production. Le travail en leur sein est modelé par une activité toujours réévaluée. Ce qui reste, ce sont les traces. Seuls éléments dont disposent les historiens pour donner vie à l'absence. Rassemblés ou dispersés, c'est de leur confrontation, de leur croisement et du regard qui leur est porté qu'un sens peut naître. La spécificité de ces archives, c'est que d'abord ce sont des archives visuelles, donc la plupart iconographiques, que ce soit des photos, des dessins ou des plans, donc avec une hétérogénéité de formats, de tailles différentes. Donc un des paris du projet a été de trouver une solution pour numériser de façon assez rapide, puisqu'on avait un délai assez court finalement pour faire les numérisations, de trouver plusieurs solutions qu'on pouvait développer et mettre en parallèle pour pouvoir numériser ces documents qui étaient très hétérogènes. L'un des intérêts de cette recherche, et l'un des aspects intéressant dans la vie d'un chercheur, c'est justement de fabriquer ses propres sources, c'est-à-dire d'aller un peu à la manière d'une enquête policière, retrouver les archives là où elles se trouvent. Nous avons bossé aux archives départementales, c'est assez évident. Nous avons travaillé aux archives municipales. Nous sommes allés également à l'Institut national de la propriété industrielle pour voir les brevets. Clément, il était un grand preneur de brevets, comme beaucoup d'industriels de son époque, à peu près 120 pour l'automobile, le vélo, l'aviation, etc. Un peu par hasard, nous avons découvert l'existence d'un ingénieur Sabatier qui avait travaillé avec Clément dans le département justement des dirigeables. Et les archives Sabatier, je ne me souviens plus par quel mystère, mais ils sont arrivés aux archives du monde du travail qui se trouvent donc à Roubaix, sous l'égide des archives de France. Nous sommes allés également, coup de fil comme cela, au musée de Compiègne, le musée de la voiture et du tourisme, où justement le conservateur nous dit « Bon, on a trouvé quelques plaques de verre,
On ne savait pas trop bien quelle était l'usine en question, on venait voir. Et là, on a trouvé notamment des vues stéréo extrêmement intéressantes et une série de plaques de verre qui montraient les usines Clément Bayard vers 1906. C'est parmi les documents les plus précieux que nous avons pu retrouver. Nous sommes allés également au conservatoire Citroën, qui se trouve aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, et nous avons... On a mis en place ce qu'on appelle un entrepôt de données, qui lui est, on va dire, centralise tous les documents qui viennent des différentes opérations de numérisation. Un des enjeux en fait du projet, ça a été de mettre en place un service d'interopérabilité pour que les données qui étaient numérisées, par exemple sur Paris, ou dans les services d'archives des entreprises qui ont collaboré au projet, puissent se retrouver sur un serveur et être utilisées par l'équipe de Bordeaux qui faisait la 3D ou l'équipe du Lest à l'université qui on va dire, décrivait les documents et les enrichissait. À chaque image aussi est rattaché le copyright, la source du document qui nous permet de le replacer dans son fond d'archives originel et évidemment la date. Donc l'intérêt du corpus documentaire, c'est aussi d'avoir un maximum d'archives sur un même sujet regroupées dans un même endroit. C'est vraiment tout regrouper, tout capitaliser en un seul endroit pour le rendre exploitable sans avoir à courir toute la France pour pouvoir ne serait-ce que voir ces éléments. Un élément qui a été très important dans le cadre du projet, c'est la possibilité pour les chercheurs du futur de pouvoir réutiliser l'ensemble des documents qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet de recherche. Ça a été tout au long du projet, et en particulier au début, une préoccupation de l'équipe informatique et documentaire qui a travaillé sur le projet. C'est de mettre en place, au niveau de notre réservoir de documents qui est à OMS, la possibilité d'avoir des métadonnées, des descriptions de documents réutilisables dans le futur, c'est-à-dire documentées. Donc on a mis en place un certain nombre de chartes et de documentation technique et de documentation, on va dire, scientifique, pour expliquer aux gens comment on avait travaillé, pourquoi on avait structuré les documents tel qu'on l'avait fait, en explicitant oui, vraiment tous ces aspects méthodologiques, terminologiques, structurels que l'on a donnés aux documents, que l'on a donnés aux bases de données. Dans ce contexte-là, donc ces outils 3D au service de la recherche, eh bien, ils sont toujours actifs. Il faut les utiliser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. Quand des personnes voudront soit vérifier ce que l'équipe de recherche sur usine 3D a produit, ou prolonger au-delà en y instaurant de nouvelles recherches, ces modèles sont au service des programmes de recherche. Donc il faut bien les pérenniser, qu'ils puissent être à nouveau visualisables, utilisables et modifiables en fonction des avancées de la recherche. Donc ça, c'est un peu une de nos fonctions, de rendre cela possible et de conserver pour l'avenir les modèles.
Le problème fondamental, c'est qu'il ne reste aujourd'hui que 2 bâtiments sur pied, la tour du Haut-Fourneau proprement dite et la Charbon. Et en réalité, le site comportait un nombre évidemment plus important d'éléments à l'origine, et surtout la période où nous avons choisi de faire cette restitution, c'est-à-dire 1820-1830, qui correspond, disons, à un moment un peu de stabilité du site, du point de vue de sa morphologie. Et il s'agit donc pour nous essentiellement de faire prendre conscience de ce qu'était le site quand il fonctionnait, car évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain induirait aisément en erreur en imaginant qu'il n'y avait que ces 2 bâtiments. Situé en Bourgogne du Nord, le Haut-Fourneau de Marcenais est construit en 1742 et fonctionne jusqu'en 1866, à une époque où la région est une des plus importantes régions de production de fonte et de fer en France. Il y avait là toutes les conditions réunies pour cette production. Le minerai de fer était extrait aux alentours, la forêt était abondante et fournissait le combustible sous forme de charbon de bois, et enfin, un étang offrait l'énergie hydraulique nécessaire au fonctionnement d'une soufflerie qui attisait le feu du Haut-Fourneau. La disposition du Haut-Fourneau est caractéristique, c'est-à-dire que là, la Charbon est implantée sur la digue de l'étang, de façon à être déjà un peu en élévation par rapport à la tour du Haut-Fourneau. Il y avait une échelle de meunier qui permettait de monter jusqu'au sommet du Haut-Fourneau à partir donc de la digue, pour monter donc les matières premières, charbon de bois et minerai de fer, et qui étaient déversées depuis le gueulard du Haut-Fourneau. Le Haut-Fourneau lui-même ayant une hauteur tout à fait caractéristique de ces hauts-fourneaux du XVIIIe, c'est-à-dire environ 7 mètres de hauteur. Et ensuite, ces matières, une fois qu'elles étaient enflammées, la soufflerie servait à activer donc la combustion, soufflerie qui est émue donc par une roue hydraulique, recevant son eau donc du trop-plein de l'étang. La coulée de fonte s'effectuait classiquement, donc comme pour toutes ces installations proto-industrielles, toutes les 12 heures, et on recueillait à peu près un petit peu moins d'une tonne de fonte à chaque fois. On a restitué en particulier les halettes qui environnaient le Haut-Fourneau et qui ne sont plus du tout visibles aujourd'hui, sinon par des traces d'arrachement des toitures. Ces halettes, donc, qui entre autres choses servaient à abriter la coulée du Haut-Fourneau et la machinerie de la soufflerie. Elles existaient encore au début du XXe siècle. On ne peut plus bien sûr les voir. Il était très important du point de vue de la compréhension du fonctionnement même de l'usine de les restituer. Ensuite, il y avait la question des logements ouvriers, dont on a quelques représentations assez tardives, mais qui sont indispensables pour comprendre le fait qu'un Haut-Fourneau fonctionnait avec un personnel qui devait être logé sur place, étant donné qu'il s'agit d'un appareil à feu continu. Donc c'était vraiment là les 2 choses les plus importantes à restituer, et pas forcément les plus faciles, alors qu'au contraire, la tour, elle n'a pratiquement pas changé depuis le XVIIIe siècle, et là, la Charbon n'a subi que peu de modifications. Nous avons pensé avec Alain Michel et les animateurs de ce projet Usine 3D qu'il était intéressant de prendre un exemple d'une usine qui n'a pas laissé un fonds d'archives importante, il n'y a pas d'archives Clément Bayard, mais sur laquelle nous avons des sources iconographiques relativement riches. Mais l'intérêt, c'est de prendre une usine qui s'avère avoir été l'une des premières usines de construction automobile conçue et construite en tant que telle au monde, 1898, on est tout au début de la révolution automobile, et l'intérêt du chantier, c'était de prendre quelque chose qui, par rapport à Renault, était peut-être moins bien documenté, par rapport au chantier Marcenais, était mieux documenté, beaucoup plus riche, et de voir un petit peu l'intérêt architectural de cette usine qui, justement, à faire des recherches là-dessus, s'avère avoir été une usine extrêmement prestigieuse, mais aussi, au moment de sa conception, extrêmement moderne. Clément Bayard, très rapidement, a construit des automobiles, mais aussi des avions, des dirigeables, des moteurs industriels et des moteurs de bateaux. C'était une usine mécanique qui était très importante, mais essentiellement tournée autour de l'automobile.
Clément Bayard, il meurt en 1928, mais auparavant, vers 1924, il a cédé son usine à une nouvelle figure de l'industrie automobile qui est André Citroën. Et André Citroën va récupérer cette usine, va l'agrandir également, et va s'en servir d'abord pour la construction de poids lourds et d'autocars, et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une usine qui va servir pour le montage final des 2 chevaux, jusqu'en 1988. Quelque chose que nous avons découvert dans nos recherches, c'est qu'il y a sous la piste qui entoure l'atelier, il y a toute une partie souterraine qui est en béton armé. Alors le béton armé en 1897, c'est déjà relativement précoce. C'est une usine qui est électrifiée, il y a un moteur électrique qui génère l'électricité pour éclairer les ateliers et pour faire mouvoir un certain nombre des machines, mais quand même toujours avec des arbres de transmission et des courroies. C'est une usine moderne également dans le fait qu'il y a autour de l'atelier central, il y a une piste. Alors, dans un premier temps, j'ai toujours compris que cette piste était comme une piste d'essai, comme il y a eu par la suite sur les toitures de l'usine Lingotto à Turin. Mais c'est une piste pour vérifier le bon fonctionnement des automobiles qui sortent des ateliers. C'est également une piste où ceux qui achètent des automobiles Clément Bayard, forcément des gens riches, forcément des gens aisés qui vont venir vraisemblablement avec leur chauffeur, vont pouvoir prendre en main la voiture automobile pour faire quelques tours autour de cette piste. La dernière 2 chevaux sort de cette usine, je pense ne pas me tromper en disant que c'est le 28 février 1988. Et le 29 février, c'est une année bissextile, les engins des démolisseurs sont déjà à l'œuvre. Et l'usine a été entièrement rasée et remplacée aujourd'hui par des logements relativement somptuaires avec vue sur la Seine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun vestige physique de cette usine sur place à Levallois-Perret. Il y a une rue Clément, mais sinon l'usine a entièrement disparu. Depuis 1992, l'usine Renault de Billancourt a cessé de produire des voitures. L'espace industriel a été presque entièrement rasé, dépollué et reconverti pour d'autres usages urbains. L'usine est en 1898. À cette époque, Renault réalise son essor sur la seule commune de Boulogne-Billancourt. Entre les maisons, les immeubles et les jardins, les ateliers sont dispersés dans le tissu urbain. Au fur et à mesure de son développement, Renault fait l'acquisition de terrain, ce qui permet à l'usine de se concentrer. Fonderie, mécanique, carrosserie ou encore sellerie, bientôt toutes les étapes de la construction d'une automobile vont être intégrées à l'entreprise de Boulogne-Billancourt. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est dans un de ses ateliers, l'atelier C5, que Renault introduit le travail à la chaîne pour la production de ses châssis d'automobiles de série. Quand le travail à la chaîne est mis en place chez Renault, c'est en référence au modèle américain et tout particulièrement à celui de l'entreprise Ford qui a introduit ce mode de production pour la fabrication automobile à partir de 1913. La spécificité de l'atelier C5, c'est qu'il est particulièrement bien documenté. Donc on peut envisager de rentrer dans l'atelier pour essayer d'analyser ce qui s'y passe.
L'intérêt de cette rétro-simulation des gestes, c'est surtout de montrer la grande différence entre ce qu'était un travail à la chaîne chez Renault en 1922 et ce qu'on a tendance à imaginer être le travail à la chaîne, par exemple aujourd'hui, ou alors l'image qu'on en a de l'histoire, qui souvent se réfère au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, et cet ouvrier qui coule en quelque sorte sur la chaîne. Et cette rétro-simulation en fait montre à la fois la différence entre une chaîne mécanisée et qui devient complètement aberrante et cette chaîne qui est une chaîne manuelle dans laquelle il n'y a pas de système de déplacement automatique, mais il y a quand même un réglage qui se fait par la répartition du travail entre chaque poste. Il faut que chaque ouvrier sur son poste ait fini le travail en même temps que les autres pour que la chaîne puisse passer, enfin pour que la voiture puisse passer d'un poste au suivant. La spécificité de Sochaux-Montbéliard, c'est d'être d'abord la première usine de Peugeot moderne dans le style fordien. C'est longtemps la seule usine, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1972 pour avoir une deuxième usine de montage qui est à Mulhouse. Et puis c'est une usine qui est véritablement construite sur la colonne vertébrale de la fabrication. Ça, c'est beaucoup plus organisé que Renault-Billancourt ou que Citroën du Quai de Javel. C'est une vraie leçon d'organisation industrielle. Lorsqu'en 1912, les Peugeot installent leurs usines dans la grande plaine de l'Allan, entre les communes de Sochaux et de Montbéliard, leur activité industrielle est déjà ancienne. Elle était alors répartie dans les villages alentours, dans ce pays de presque montagne, dont la famille est originaire. L'usine se développe dans un premier temps entre la butte de Fort-Lachaud et la route nationale qui relie Belfort à Montbéliard. En 1929, Peugeot construit sa première voiture en série. L'usine est organisée de manière très rationnelle sur le modèle de l'usine fordienne. Les fabrications sont regroupées au nord de la route nationale, tandis qu'au sud s'élève la carrosserie. À chaque modèle, il faut grandir. Chaque modèle veut dire que l'on va développer l'usine. Chaque modèle signifie qu'il faut augmenter le nombre de moteurs, le nombre de transmissions, le nombre de boîtes de vitesse, augmenter la carrosserie en taille, en surface, en kilomètres de chaîne. Et donc, chaque modèle, parce que au début, on remplace un modèle par un autre, mais bien souvent, on garde l'ancien modèle et on passe de 1 à 2, de 2 à 3. Et ainsi, l'usine ne cesse d'augmenter. Parce qu'on a beau partager le maximum de pièces, ceci est vrai pour les 203, 403, 404. Mais on passe à une 204 qui est une traction avant, alors que les autres sont des propulsions. Donc, le produit change et l'usine, forcément, elle doit se développer et elle doit forcément augmenter. Donc on voit en fin de compte une croissance un peu par saccade, ça veut dire avec l'arrivée de chaque modèle. Il va de soi que le jour où sort le nouveau modèle, tout est fait et préparé en amont. C'est-à-dire que si en 65, on observe que l'usine a grandi pour la 204, il va de soi que depuis 3 ans, les ingénieurs travaillent sur le site pour préparer bien évidemment les zones industrielles qu'il va falloir développer, que ce soit en mécanique, en carrosserie, etc. La reconstitution sur une image, sur un film, avec la 3D,
montre quelque chose qui semble beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Et donc l'idée en fin de compte de l'extension industrielle, puisque en fin de compte on voit que l'usine grandit, s'élargit, s'étire, et on se demande toujours en fin de compte dans quel sens, dans quelle logique. Eh bien je crois que l'image en fin de compte de voir les bâtiments naître, jaillir et s'étendre, ça permet tout ça de mieux situer la logique de la conquête du territoire et de l'aménagement du territoire autour en fin de compte de deux choses qui ne bougent pas. C'est la route nationale et la rivière, sauf que la rivière elle bouge. C'est que les Peugeot réussissent en fin de compte à déplacer la rivière et même à, non pas déplacer la route, mais à la prendre, à l'acheter pour évidemment utiliser après une autre route qu'ils devront financer pour contourner le site. Donc l'image, le fait de voir l'évolution des constructions, l'évolution des bâtiments et cela sur 100 ans, ça donne en fin de compte du relief à l'évolution d'un site industriel.